en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola,
et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. Ces actions doivent être conduites avec l'appui de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement, en impliquant les États limitrophes, les entreprises qui achètent et transforment ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les organisations de la société civile. Je le dis solennellement devant cette Assemblée, la communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité,
rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo subit les exactions des forces démocratiques alliées, les ADF, un groupe terroriste ougandais ayant fait allégeance à l'État islamique. Ces groupes extrémistes ont laissé derrière eux un lourd tribut humain et continuent de menacer la stabilité régionale. Membre de la coalition mondiale contre Daesh, la République démocratique du Congo appelle les Nations unies à s'engager plus résolument dans la mise en œuvre des recommandations de la dite coalition et du processus d'Aqaba, à savoir le partage renforcé de renseignements, l'assèchement des financements, la lutte contre la propagande et contre les sanctuaires, ainsi que le soutien accru aux communautés victimes dans le plein respect du droit international humanitaire. Madame la Présidente, face à l'urgence climatique, l'accord de Paris demeure le cadre juridique essentiel pour la redevabilité des États en matière d'émissions et d'adaptation afin de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. À ce titre, la République démocratique du Congo a adopté son plan national d'adaptation 2022-2026. Nous nous sommes engagés à arrêter et à inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031, tout en promouvant un développement durable et une transformation rurale inclusive. Depuis décembre 2021, un ensemble de mesures soutient la restauration des paysages forestiers, notamment le programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, destiné à renforcer la séquestration du CO2 et la résilience des écosystèmes. Nous saluons l'adoption de la décision 5/CMA.5, établissant de nouveaux mécanismes de financement, y compris le fonds pour pertes et préjudices, afin de compléter les sources existantes et d'apporter des réponses concrètes aux pays les plus exposés. Forte d'un potentiel environnemental unique au monde, la République démocratique du Congo se tient au cœur des solutions. Elle est prête à mobiliser ses atouts naturels au service du climat global, à condition que les engagements financiers soient prévisibles, accessibles et à la hauteur des impératifs écologiques et humains. Madame la Présidente, permettez-moi d'aborder aussi la question des défis énergétiques et de la protection de nos écosystèmes en rappelant que le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, considérée par de nombreux scientifiques comme le premier puits de carbone terrestre, ainsi qu'un vaste réseau hydrographique dominé par le fleuve Congo, deuxième au monde par son débit. Ces ressources vitales sont gravement menacées par des activités destructrices, déforestation, exploitation illégale, pollution, souvent alimentées par des conflits armés récurrents qui s'apparentent à de véritables crimes contre la nature. C'est pourquoi la République démocratique du Congo soutient l'initiative portée par le Vanuatu, Fidji et Samoa visant à ériger au plan international l'écocide en incrimination autonome pour sanctionner les actes illicites ou arbitraires causant à l'environnement des dommages graves.
Madame la Présidente, l'adoption du Pacte pour l'avenir rappelle l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable à 5 ans de l'échéance de 2030. La République démocratique du Congo a inscrit cet impératif au cœur de son action à travers le Plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place l'homme congolais au centre des priorités et intègre les 3 dimensions du développement durable, environnemental, social et économique. Ce plan s'articule autour d'orientations nettes, à savoir consolider la sécurité et la gouvernance démocratique, moderniser les infrastructures et le climat des affaires, protéger l'environnement et garantir l'accès aux services sociaux de base, eau, assainissement, éducation, santé, électricité, etc. Le bilan demeure contrasté, car seuls les ODD 12 et 13 paraissent encore atteignables d'ici 2030, mais des progrès tangibles sont enregistrés. La gratuité de l'enseignement a permis à plus de 5 millions d'enfants de retourner à l'école. La couverture de santé universelle élargit l'accès à des soins de qualité. Les politiques d'autonomisation des femmes réduisent les disparités socio-économiques. Ces acquis restent toutefois fragilisés par l'insécurité persistante dans l'est du pays et par la vulnérabilité de notre économie face aux chocs exogènes. Notre économie doit donc se transformer pour devenir un levier de durabilité et de prospérité. Pays solution face aux défis climatiques, mon pays entend valoriser ses forêts, ses tourbières et sa biodiversité au sein d'une économie climatique orientée vers une croissance verte, résiliente et sobre en carbone. À cet égard, le projet Grand Inga, l'un des plus vastes complexes hydroélectriques au monde, incarne notre ambition et renforce le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution. Fournir une énergie propre et compétitive pour électrifier nos territoires, décarboner notre industrie, soutenir l'intégration énergétique régionale et ouvrir la voie à de nouveaux usages, dont l'hydrogène vert. Cette trajectoire s'appuie sur le développement de marchés carbone intégrés, l'attraction d'investissements responsables et la création d'emplois décents et de moyens de subsistance durables pour nos communautés. Il reste cependant un obstacle majeur, la contrainte financière. Le fardeau croissant de la dette publique africaine, conjugué aux flux financiers illicites, réduit nos marges de manœuvre. Les besoins additionnels pour atteindre les ODD en Afrique sont estimés à 1 600 milliards de dollars. Dans le même temps, les sorties illicites de capitaux minent nos devises et notre stabilité macroéconomique. D'où la nécessité d'une réforme urgente de l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement un accès juste et prévisible à des financements concessionnels alignés sur leur trajectoire nationale, y compris via une meilleure recanalisation des DTS, la capitalisation des banques multilatérales de développement, des facilités de liquidité contracycliques et une lutte renforcée contre les flux illicites. Madame la Présidente, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays, la République démocratique du Congo, j'ai impulsé à la conduite de la chose publique une dynamique nouvelle intégrant systématiquement la dimension genre à tous les niveaux afin d'assurer une présence accrue des femmes dans les instances de décision. À titre illustratif, la part des femmes au sein du gouvernement est passée de 17% en 2019 à 32% en 2025. Madame la Présidente, dans une approche stratégique et multisectorielle visant à mobiliser la jeunesse au service du progrès national, mon gouvernement a adopté une politique nationale de la jeunesse. Celle-ci consacre l'engagement de l'État
à faire de la participation pleine et entière des jeunes à la vie de la nation une priorité transversale assortie d'objectifs clairs et mesurables. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo aspire à la paix, à la justice et au développement. Elle est prête à agir à vos côtés pour une organisation des Nations Unies plus forte, plus inclusive et plus juste. Forte de ses atouts humains, naturels et stratégiques, mon pays entend les mettre au service d'un avenir meilleur pour les générations futures et de notre maison commune, la planète Terre. Que Dieu bénisse l'humanité et nous accorde la grâce d'une paix véritable et durable entre toutes les nations du monde. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank... Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République démocratique du Congo. Oui, reconnaissance à président Tshisekedi lokola sage, il y a un homme politique congolais, c'est mérité, ce n'est pas un cadeau bapessier. Puisque quand vous regardez son parcours politique, ça démontre clairement que c'est un sage. Atikala ko sepelate pour na makila ba congolais sopana. Yango apesaka toujours des voies, des directives au ba congolais ba kolanda. Il vient de le démontrer avec le rassemblement de tous les opposants, tous les hommes politiques congolais. À ce titre-là, je ne vois personne. Je ne vois personne au Koloba qui a sa sagesse nae d'épargner bisona mama kambe belé. Yango vraiment na sepela qui na initiative nae na kanisi ke lokola nzamba za derrière makamwana et ko réussir nango problème ko aggraver zate. Merci à toi Ezaki Claude Mutima na émission Baliangando to sali émission ya monene kafu na secrétaire adjoint chargé à communication à IDPS na bureau président Eli Etienne Tshisekedi wa mulu maboko mulu yango kalamingi te na John Image TV Baliangando. Merci à toi et ciao. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui
a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame.